artisan pâtissier et meilleur ouvrier de France. Merci Laurent d'être avec nous. On peut l'applaudir. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la Confédération? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Ça marche? Oui, d'accord. Oui. Alors déjà, la Confédération, c'est l'entité officielle qui représente la profession de la pâtisserie. Je parle bien de pâtisserie seulement, auprès des pouvoirs publics. Donc on travaille sur, on va dire, 3 grands axes qu'on peut définir comme étant celui de la formation, donc toute la filière de formation en partenariat avec l'Éducation nationale, avec CMA France qui fait aussi des diplômes très importants pour notre profession. Sur le volet social, c'est-à-dire tout l'aspect convention collective et tout ce qui inclut les lois sociales qui régissent le travail propre à la pâtisserie. Et puis aussi sur un volet réglementaire qui est assez vaste. Et voilà, donc quand nous avons besoin de l'État, nous les sollicitons, mais l'État peut aussi nous solliciter quelquefois pour des raisons diverses et variées. Et nous avons cette reconnaissance de l'État qui est capitale pour notre existence aujourd'hui. Vous aviez aujourd'hui une assemblée générale, c'est ça? Alors on avait ce qu'on appelle un conseil confédéral. Nous avons invité tous les présidents de départements de France à venir écouter les travaux que nous effectuons tout au long de l'année, et puis aussi quelquefois participer à des décisions importantes pour la conduite de nos travaux. Et alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette... Justement, il n'y a rien de secret, de toute façon, mais on a traité des sujets dont je viens de parler dans les 3 grands axes que traite la Confédération. Puisqu'on a parlé de formation, justement, on a mis au courant nos collègues professionnels de l'avancée de travaux qui ont lieu de façon récurrente. Vous savez, un référentiel de formation, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, et d'autant plus que la loi de 2018 nous oblige désormais à revoir les référentiels tous les 5 ans. Donc, sur les chantiers qui sont en train de se terminer cette année, nous avions la réforme du BTM pâtissier, un brevet technique des métiers en pâtisserie, un référentiel qui existait bien sûr, mais qui avait besoin d'être corrigé, amélioré. Et les travaux sont à présent terminés en ce qui nous concerne, donc ça va être déposé bientôt au registre national de la certification professionnelle. Et également le bac pro boulangerie-pâtissier. Alors on participe, comme son nom l'indique, avec nos collègues boulangers sur cette formation qui réunit les 2 métiers, où la pâtisserie essaie de trouver tant bien que mal sa place, parce que je fais un petit aparté, mais le métier de pâtissier est un métier à part entière, le métier de boulanger en est un autre, mais c'est vrai qu'économiquement, il existe beaucoup de boulangeries-pâtisseries en France. Mais il existe aussi des pâtisseries pures, et c'est un peu celle-là qu'on défend. Vous parlez justement de formation. Comment elle évolue là, ces dernières années, la formation? Qu'est-ce que vous devez justement modifier, faire attention? Vous devez vous adapter à quoi? Alors déjà, je vais vous dire, moi, je viens du Moyen-Âge, parce que quand j'ai fait ma formation de pâtissier, j'ai fait le CAP, et derrière, c'était quasiment le néant, il n'y avait rien, ou pas grand-chose, sinon le brevet de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y avait un fossé entre les 2 formations qui était énorme, et à l'époque, il fallait bien faire avec, et il fallait bien se débrouiller. Depuis la Confédération, justement, alors pas seulement l'équipe qui est en place aujourd'hui, mais les gens qui ont travaillé toutes ces 20, 25, 30 dernières années, on a jalonné, on a construit une vraie filière de formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire la pâtisserie comme on fait la médecine, parce que c'est des années et des années de formation. On commence par le CAP pâtissier que je recommande en 2 ans plutôt qu'en 1 an, parce que la pâtisserie, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup de gestes à répéter, et que évidemment, on apprend mieux en 2 ans qu'en 1 an. Et derrière, vous avez des certificats de spécialisation qui vont faire de vous soit un spécialiste, par exemple, de pâtisserie de boutique. C'est une des formations que nous avons corrigées, on va dire, ces dernières années. Et une autre mention complémentaire ou certificat de spécialisation sur les métiers du tour. Je fais un petit aparté là-dessus. La viennoiserie, la viennoiserie, tout ce travail des pâtes, en fait, ce sont des travaux qui sont à mi-chemin, justement, entre la boulangerie et la pâtisserie. Et à une époque, ces travaux-là étaient un peu boudés par les pâtissiers. Le tourier n'était pas très connu, d'ailleurs. Ce nom-là était plutôt gardé dans notre jargon, mais ce n'était pas connu à l'extérieur. Et on a beaucoup critiqué Instagram, parce que Instagram, c'est quand même la politique de l'image, et qu'évidemment, avec Instagram, on ne goûte pas les gâteaux. Mais moi, je voudrais quand même dire que Instagram a beaucoup servi justement ce volet de notre métier, parce que récemment, depuis 4-5 ans, on voit des gens très motivés, très, très acharnés à faire de la belle viennoiserie,
qui ont mis en avant ce côté de notre métier et qui l'a un peu dépoussiéré. Et grâce à la formation aussi qu'on a fait, aujourd'hui, je suis fier de voir que... Alors je vais peut-être tirer la couverture vers nous, les pâtissiers, plutôt que vers les boulangers, mais, parce qu'on est un peu des spécialistes de la pâte feuilletée quand même, nous les pâtissiers. On a de très belles viennoiseries, pas seulement sur Instagram, dans les boutiques. Et ça va à l'encontre justement d'un autre... comment dire, un autre mouvement en fait qui est plutôt industriel. Et moi, je suis rennais et on est entouré d'usines qui font de la viennoiserie pour le monde entier. Et je suis content de voir que l'artisanat se démarque par rapport à cette industrie. Non pas que je sois opposé à l'industrie, elle a sa raison d'être aussi. Mais il ne faut pas oublier que nous représentons quand même un modèle économique très humain, parce qu'on fabrique tout avec quelquefois l'aide de quelques machines. Et puis, dans nos boutiques, on a du personnel aussi humain. J'entendais parler de robots tout à l'heure. Moi, ça ne me fait pas rêver, cette vie. Si dans 20 ans, il y a que des robots qui nous remplacent au laboratoire et à la vente, moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie que le modèle artisan qu'on représente, qui est un modèle, encore une fois, humain, et quand on parle d'humain, je veux aussi parler des échanges qu'on a avec nos clients, qui sont quelquefois très, très chaleureux, très, très forts, très émouvants même des fois. Moi, c'est le modèle que je veux défendre longtemps. Justement, vous parlez de défendre le métier de pâtissier à part entière. C'est important de transmettre ce savoir-faire-là, notre savoir-faire. Oui, il se transmet. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Il y a la pâtisserie, comment dire, plaît beaucoup. On a ça fait beaucoup d'émules. On a beaucoup de gens qui rentrent dans la profession. Même si j'entends encore que c'est un métier difficile, ce que je ne crois pas du tout, parce que je pense qu'il n'y a pas de métier difficile. Il y a que le mal qu'on veut bien se donner aussi. Si on s'en fout d'un métier, ça devient un métier facile. Si on est rigoureux, si on a envie de faire plus, peut-être que ça devient difficile, mais c'est aussi la passion qui nous porte un petit peu. Mais en tout cas, oui, la transmission, de toute façon, chez les artisans pâtissiers, c'est quelque chose qui coule dans nos veines. On est issu aussi d'un modèle de transmission parce qu'on nous a transmis des savoir-faire, même s'il y en a quelques-uns qui se perdent parfois. Mais la transmission, c'est vraiment notre ADN, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de pâtissiers dans l'Assemblée, personne ne me démentira là-dessus. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels doivent faire face les artisans pâtissiers là, sur les prochaines années? Justement, peut-être garder ce volet humain. Et moi, il y a quelque chose qui me taraude et que j'aimerais que l'État s'empare, en fait, c'est de différencier dans nos points de vente. Et là, je vais un peu généraliser, je vais me sortir de la pâtisserie, mais particulièrement dans le domaine alimentaire, de ce qui est fabriqué maison, vraiment, et ce qui est industriel. Moi, je n'accepte pas que quand on rentre chez un artisan, on nous vend des produits industriels. Pour moi, il y a tromperie sur la marchandise. Et il y a beaucoup d'entreprises, je ne veux pas dire artisanales, parce que ce n'est pas seulement, mais qui trompent leur clientèle en ne distinguant pas ce qui est fait maison et de ce qui ne l'est pas. Et ce qui pourrait nous sauver demain, justement, c'est qu'une loi nous oblige, non pas nous, à montrer qu'on travaille bien, mais à ceux qui vendent des produits préfabriqués ou totalement fabriqués par des industriels, de l'identifier dans leur boutique. Et pourquoi je dis ça, c'est que ça nous permettrait de valoriser. Je vais vous donner un exemple. Vous allez acheter un croissant à New York. Vous allez voir comment vous allez le payer. Vous allez payer plus de 4 $. Et ça, pour moi, c'est le vrai prix d'un croissant. En France, les croissants sont à 1,20 €, 1,25 €. Et on n'arrive pas à décoller parce que le public a sa référence en fait, de prix dans la tête. Mais je suis désolé, un croissant artisanal, quand il est fait dans les règles de l'art, s'il est bien fait, s'il est bien feuilleté, s'il est bien fermenté, ça ne vaut pas 1,25 €. On n'arrive pas à payer un salarié avec ce prix-là. Le vrai prix d'un croissant, pour moi, se situe au-dessus de 3 €. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le différencier parce que personne n'est obligé. Si demain, je mets des croissants dans ma vitrine et que j'ai les sortis d'un carton et que je les ai cuits, je ne suis pas obligé de marquer que je ne les ai pas faits. Donc il faut que la loi change là-dessus. Il y a des initiatives. Il y a eu une initiative l'année dernière qui, malheureusement, a fait chou blanc. Et je peux vous dire que la pâtisserie, on fait partie d'une confédération générale de l'alimentation de détail où j'étais seul à défendre cette idée que la loi aille jusqu'au bout. Mes collègues, tant pis, je vais un peu leur taper dessus, mais mes collègues des autres professions alimentaires étaient très frileux à ce que cette loi passe,
parce qu'il y a des professions qui ne sont pas très droites dans leurs bottes sur ces sujets-là. Mais ils ont tort, parce que je pense à un métier en particulier qui est la charcuterie, qui est un métier magnifique. Je pense que j'aurais pu être charcutier aussi, c'est aussi passionnant que la pâtisserie. Et on a un vrai savoir-faire en France à ce sujet-là, qui est en train de mourir à petit feu, parce que justement, ils ont peut-être, ça fait partie des éléments qui, à mon avis, les ont mis en difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer un produit industriel, et Dieu sait si en charcuterie, il y en a beaucoup, de métiers de produits qui sont vraiment faits par un charcutier, comment dire, artisan. Voilà. La Confédération travaille dans ce sens? Alors, on ne peut pas travailler tout seul là-dessus. Ce n'est pas nous, les pâtissiers, qui allons dire que demain, la loi va passer. Il y a des volontés politiques, mais vous savez bien que, bon, en ce moment, la politique, c'est de toute façon quelque chose d'assez compliqué. Donc, ce n'est peut-être pas forcément la priorité immédiate, mais il y a des volontés politiques de légiférer là-dessus. Encore faut-il que derrière, ce soit suivi. Déjà par nous, parce que ça nous concerne quand même au premier chef, et qu'on arrive à convaincre justement les artisans de distinguer cette marchandise, en fait. Et ça ne fera que renforcer, sans forcément, je parlais d'augmentation du prix décroissant, mais je ne suis pas en train de dire que demain, tous nos prix vont doubler si on affiche que c'est fait maison. Mais au moins, ça permettra de distinguer et aux clients de choisir en toute conscience, quoi. On parlait de l'IA juste avant, un petit mot peut-être sur ça. J'aimerais avoir votre regard. Quel regard vous portez sur l'introduction de l'IA dans le métier de pâtissier? Alors là, moi, je suis un peu sec. J'écoute beaucoup Julie. Moi, c'est elle qui m'inspire. Julie nous bouscule un peu. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Je sais pas faire. Donc, mais je suis très attentif à ce qu'on peut en faire. J'espère que ça ne va pas brider notre créativité quand même. Hein. On a besoin d'être créatif. Aujourd'hui, on est un peu excité avec tout ça, je pense. Mais encore une fois, je suis un peu inquiet. Vous n'avez pas essayé? Si, j'ai essayé des textes. Moi, je rédige des textes des fois, mais j'ai dû essayer une fois ou deux, mais j'ai pas été satisfait. Donc j'ai l'installation, enfin j'ai l'application installée sur mon téléphone, mais je l'utilise pas. Non, c'est vrai. Peut-être une dernière question. On parlait tout à l'heure de réseaux sociaux qui attirent beaucoup maintenant dans le métier. Vous voyez que ça a vraiment changé, qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui a envie de faire ce métier, peut-être aussi pour montrer ses belles créations et en même temps, on a peut-être une génération plus motivée? Alors, plus motivée, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, alors peut-être que dans quelques années, l'intelligence artificielle, la question que vous venez de me poser, je répondrai de la même façon. Je ne pensais pas que les réseaux sociaux prendraient autant de place dans notre profession, mais dans la société aussi en général. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut communiquer, un simple site internet ou une brochure ne suffisent plus. Le meilleur vecteur de communication, ce sont les réseaux sociaux. Vous voyez, on fait tous le geste que vous êtes en train de faire, de scroller sur son téléphone dans le métro parisien ou même... alors j'espère qu'on ne le fait pas au volant, mais tout le monde scrolle et tout le monde regarde un petit peu les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est un vecteur... Non, mais pardon. Je dis, c'est pas les réseaux sociaux, c'est mes petites questions. C'est un vecteur de... bête. Bien sûr, je comprends. C'est un outil formidable, il faut reconnaître. Mais moi aussi, j'en ai même deux des téléphones, vous voyez. C'est devenu incontournable et je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. C'est peut-être que le Covid a accéléré certaines choses, je pense, dans notre société. Et peut-être que la force des réseaux sociaux aujourd'hui s'est justement renforcée avec tout ce qui s'est accéléré. C'est évidemment incontournable. Il faut s'entourer de gens compétents pour l'utiliser. On ne peut pas être bon partout. Hein. Nous, on sait déjà faire des gâteaux, c'est déjà pas mal. Il faut des gens pour nous accompagner, pour communiquer grâce à cet outil qui est fabuleux. Ce qui est un peu déroutant quelquefois, c'est que tout va très vite, quoi. Et par exemple, notre profession a un journal qui s'appelle le Journal des pâtissiers, qui a connu ses heures de gloire il y a 15-20 ans, où on n'avait pas de problème d'abonnés, tout le monde s'abonnait. Mais les réseaux sociaux ont un peu cassé cette dynamique. Et maintenant, il faut se retrouver, parce que ce journal a sa raison d'être encore, même si c'est du papier. Mais il faut peut-être qu'on se serve d'ailleurs des réseaux sociaux pour faire connaître notre journal. Vous voyez, tous ces paradigmes-là ont changé. Il faut s'adapter sans cesse. C'est passionnant, mais c'est déroutant aussi. Merci pour cet éclairage et pour toutes ces réponses. Merci Avec plaisir. beaucoup. On peut l'applaudir. Merci Laurent Daniel.